Le canapé couleur de feu ******* Le canapé, couleur de feu. Par Monsieur de ****** à Amsterdam, par la Compagnie des libraires. Monsieur DCC. XLI. Le canapé. Chapitre 1er. La vergogne du procureur et le changement merveilleux du canapé. Un procureur qui avoit consumé toute sa jeunesse à ruiner de pauvres plaideurs, voulant, comme l'on dit, faire une fin, résolu de consacrer à l'hymen quelques années qui lui restoient à vivre. Il jette, pour cet effet, les yeux sur la veuve d'un de ses confrères, elle étoit jeune, et de figure à faire naître des désirs aux plus insensibles. Aussi ses charmes donnèrent-ils si vivement dans la visière de maître Grapignan, que pour s'épargner la peine de soupirer en vain, il fut lui offrir sa vieille personne, et par-dessus le marché 50 000 écus, qui étoient le reste de ses petites épargnes. La dame content, comme de raison, enterrer bientôt celui-ci avec l'autre, n'hésita point à lui donner la main. On célébra les noces, quant à la cérémonie et au banquet, tout alla au mieux. Tandis que les parents et amis des conjoints tintamarroient à la manière de gens qui ne se sont jamais vus, et qui s'entretiennent avec cordialité d'un bout de chambre à l'autre, le nouveau couple s'éclipsa, et fut se retrancher dans le cabinet de toilette préparé pour madame. La porte soigneusement barricadée, et la portière par-dessus, monsieur de la Chicane, crachant d'avance le coton, conduit sa fringante épouse sur un canapé, où la belle, avantageusement postée, se prépare à lui en donner pour ses vieilles menteries, et pour son argent. « Mon Dieu, dit-elle, mon ami, quelle chaleur il fait aujourd'hui. En vérité on étouffe. C'est, répond-il, que nous sommes dans les jours caniculaires. Voici, continua-t-elle en se couchant à demi, un admirable canapé pour la commodité. Oui, repart-il, rien n'est plus commode. J'y fais la méridienne depuis 10 ans. Cependant madame quitte son fichu, et dévoile des épaisses qui ressuscitent l'humanité du procureur. Il s'émancipe, il tâte, il baise, il tressaille, enfin déboutonnant et baissant son haut de chausse, il lui lève la jupe, et se met en posture de lui faire gagner son douaire. Mais inutilement, après avoir sué sang et eau, et fait craquer le canapé pendant 1 heure, il est contraint d'abandonner la besogne. Comme on se rajustoit tristement de part et d'autre, pour aller rejoindre la compagnie, on entendit un cri de joie, et sans grave coup le canapé changeant de forme, prit celle d'un jeune homme parfaitement beau et bien fait. Miséricorde, s'écria le procureur plus effrayé de cette merveille que sa femme, êtes-vous l'âme de quelque malheureux qui aura besoin de prier? Je n'ai besoin de rien, répondit l'inconnu, et je ne suis point un revenant comme vous l'imaginez. Je n'ai pas cessé de vivre, quoique j'aie été métamorphosé, et si vous daignez me prêter une oreille attentive, je vous conterai mon aventure, aussi bien vous dois-je cette satisfaction, puisque c'est à vous à qui je suis redevable d'avoir recouvré mon premier état. Ah, dit la nouvelle mariée, je vous en conjure, mais nous n'avons plus de canapé, et je ne vois ici qu'un siège, mon ami, va en chercher 2 autres. Oh! Parbleu, madame, dit le nouvel hôte, il seroit honteux que vous fussiez entrée ici sans étrenner, je profiterai, s'il vous plaît, des instants que votre mari nous laisse. Quoique je serve depuis si longtemps de siège à autrui, je suis assez reposé sur l'article pour vous donner en bref un témoignage du respect et de la considération que j'ai pour vous. Il dit, et fit les choses si promptement, que le procureur ne s'aperçut de rien à son retour. Chapitre 2. Du pays de l'inconnu, et de ce qui occasionna sa métamorphose. Quand le trio fut assis, l'inconnu se moucha, cracha et rompit le silence en ces termes, « Je suis un gentilhomme des environs de Liege, allié aux meilleures maisons du pays. Mes biens sont situés sur les bords de la Meuse, auprès des Ardennes. Je ne vous dirai pas mon nom,
parce que je ne crois point que cela soit bien essentiel, et puis il y a si longtemps que je suis canapé, que je ne sais trop si je m'en souviens droit au juste. Ainsi je me nommerai, si vous le trouvez bon, le chevalier commode, à cause de la commodité que tant d'honnêtes gens, y compris monsieur et madame, ont trouvé chez moi, lorsque j'ai toi fait pour la mollesse, le repos et les plaisirs des deux sexes. Je n'avois de passe-temps, jadis, que la chasse, dès le matin j'entrois dans la forêt, et je n'en sortois rarement que le soir, tantôt je prenois des oiseaux à la pipée, tantôt à la gluée, une autre fois au filet, en un mot le seul amusement que j'eusse au monde je savois le varier, de manière que je ne m'ennuyai jamais. Un jour que je m'étois plus fatigué que de coutume, je m'endormis sous une feuillée épaisse. De ma vie, il m'en souvient encore, je n'eus, en dormant, de songe plus agréable, à la vérité j'étois bien en état d'en avoir de semblables, n'ayant alors qu'environ 18 ans. Je m'éveillai enivré de ces plaisirs que l'on sent et que l'on ne définit pas. Mais quelle fut ma surprise lorsque je vis à côté de moi une charmante personne, dont l'image adorable m'avoit occupé si délicieusement pendant mon sommeil. Elle savoit trop bien lire dans les cœurs, pour ne point voir ce qui se passoit alors dans le mien, entraîné par l'amour, retenu par la crainte, je voulois parler et n'osois. Ces mouvements divers lui expliquoient mieux ce qui se passoit dans mon âme, que tout ce que la parole au roi put me saguer de plus délicat et de plus tendre, et mes yeux interprètes fidèles de mes sentiments, lui tinrent un langage si pressant, qu'elle eut pitié de moi et me parla ainsi: vous êtes étonné, sans doute, de voir une fille de ma sorte dans ces lieux sauvages et déserts. Ma foi, madame, dis-je en me levant, on le sera à moins. Ce n'est guère l'usage de trouver des personnes de votre figure, et pareilles comme vous l'êtes dans les forêts, je ne sais si ceci est un rêve. Non, reprit-elle, vous ne fûtes jamais plus éveillé, fiez-vous en à moi, je m'y connois, à la bonne heure, repartis-je, mais ne pourrais-je savoir à qui j'ai l'honneur de parler maintenant? À la fée Printanière, répondit-elle, première dame de compagnie de la fée Crapaudine, qui règne depuis 600 ans dans les Ardennes. Voilà, dis-je, pour une souveraine, un vilain nom. Oh! Si vous la voyiez, repartit Printanière, vous trouveriez que son nom quadrait assez bien avec sa figure. Mais puissiez-vous ne la voir jamais? Que je meure, répondis-je, s'il m'en prend envie sur l'idée que vous m'en donnez. Ah! Poursuivit-elle en soupirant, et laissant échapper quelques larmes, vous ne la verrez peut-être que trop tôt pour votre malheur et le mien, car il est inutile de vous cacher que je vous aime, et le sort qui vous menace ne me permet pas de vous laisser ignorer plus longtemps mon ardeur. Crapaudine vous vit ces jours passés tirer des merles avec la sarbacane, votre bonne mine et votre dextérité lui ont tellement gagné l'âme, qu'elle a résolu de vous enlever et de vous faire tireur ordinaire de ses plaisirs. Parbleu, répondis-je en colère, que Madame Crapaudine cherche ses tireurs où il lui plaira, je tire pour mon amusement et... Hélas, interrompit Printanière, elle sera femme à vous faire tirer pour le sien jusqu'à vous mettre sur les dents, car elle ménage si peu son monde. Ce ne sera point la fatigue qui me rebutera à son service, repliquai-je, si elle est toi aussi aimable que vous, et je fixerai volontiers mon bonheur au plaisir d'être attaché à une personne de votre mérite. Et, bien, reprit Printanière, me regardant tendrement, il ne tient qu'à vous d'être heureux, mais déterminez-vous promptement, et voyez si vous voulez me suivre, tandis qu'il est encore Thames. Si Crapaudine arrivoit, je ne serai point maîtresse de vous secourir. Ah! Mon adorable fée, m'écriai-je, pour fuir un pareil monstre et vivre sous vos lois, j'irai, s'il le faut, dans les climats les plus éloignés. Ce n'est pas la peine, dit Printanière, Crapaudine nous découvrira, fussions-nous au centre de la terre, d'ailleurs ma destinée me fixe à sa cour, je ne puis m'en éloigner sans ses ordres.
mais je essaie un moyen de vous avoir toujours auprès de moi, même à ses yeux. Il n'est question que de savoir si vous m'aimez assez pour vous résoudre à être métamorphosé en petite épagne huile. J'y consens, à condition, néanmoins, que quand nous serons dans votre appartement, je reprendrai ma forme ordinaire. Voilà qui est fait, repartit Printanier, en même temps elle me donne un coup de baguette et me transporte à travers les airs sous la figure du plus joli petit chien du monde. Chapitre 3. Arrivé de commode au palais de Crapaudine, et comme il y fut accueilli par les autres femmes de sa cour. Nous arrivâmes en 2 minutes 31 secondes à l'appartement de Crapaudine. Printanier ne m'avoua pas trompé en me disant que son nom quadroit avec sa figure. La princesse avoit environ 4 pieds de haut sur 3 de large, de petits yeux louches et fistuleux, tendres et languissants à ravir, le front petit et triangulaire, les sourcils et les cheveux du plus beau roux du monde, les joues pendantes et livides, mais appétissantes, une bouche d'une grandeur très honnête, parée d'une demi-douzaine de dents, couleur de chocolat, le tout merveilleusement assorti, avec le plus aimable petit nez pointu qu'on puisse voir, ayant au cou une légère cicatrice. Des cruelles, qui ne paroissoient presque pas, et 2 grossissimes tétons mulâtres, qui n'en faisoient qu'un par l'étroite union que la nature avoit mise entre eux, lesquels étoient étayés et retenus par une crevée à l'épreuve. Crapaudine assise alors dans une manière de chair curule, très basse, à cause de ses petites jambes, et prodigieusement évasée, eu égard à l'énorme largeur de ses fesses, s'amusoit avec ses femmes à éplucher des oignons pour une salade de pissenlit, qu'elle avoit pris la peine de cueillir, de ses propres mains, sur les remparts du château. Eh bien, dit-elle d'une voix de basse-contre à Printanier, avez-vous vu mon tireur de merle ? Non, madame, j'ai parcouru toute la forêt, et quelque exactes qu'aient été mes recherches, je n'ai pu en apprendre de nouvelles. Allez, mamie, répondit Crapaudine, vous ne serez jamais qu'une sotte, on trouve toujours un homme quand on veut le trouver, et si vous aviez bien cherché, mais je ferai moi-même mes commissions. Que demain avant l'aurore tous mes équipages soient prêts pour la chasse, nous verrons si j'aurai meilleur nez que vous. Tarare, voulus-je dire, et au lieu de tarare, je ne fis qu'aboyer. Oh! Oh! Demanda la princesse, d'où vous vient ce petit animal? Madame, dit Printanier, il y a quelque temps que je l'ai, une bohémienne, en reconnaissance de quelque service que je lui ai rendu, m'en a fait présent. Sait-il faire quelque chose? Oui, madame, il danse, il saute, il rapporte. Et quel nom lui donnez-vous? Celui de Bacha. Mettez-le à terre, que je le voie. Venez ici Bacha. Mais au lieu d'obéir, je me mis à lui montrer les dents, et me retrancher sous les jupes de mon aimable maîtresse, où je vis d'avance une partie des charmes que je me promettois d'inventorier à mon aise lorsque je serois chez elle. Excusez, madame, dit Printanier, il est un peu sauvage quand il ne connaît pas son monde. Ce qu'il y a pourtant de vrai, c'est que je ne l'étois point alors pour ma belle fée, quoique je ne la connusse que depuis quelques moments. Je m'élançois le long de ses jambes, je lui baisois les genoux, et mes petites pattes et ma langue alloient fourrageant où elle pouvoit atteindre. Cependant la princesse ayant achevé d'éplucher ses oignons, on mit sur table, et j'eus l'honneur d'être présent à son souper, qui consistoit en un haricot au navet pour entrée, une noix grasse pour rôt, accompagnée de sa salade, et pour entremets un cervelas de la rue des Bars, avec 2 plats de dessert, composés d'un demi-carteron de poire de martin sec, et d'un morceau de fromage de brie, exhalant une odeur toaxant grave fait semblable à celle dont Henri IV faisoit si grand cas. Tandis que Crapaudine repaissoit ainsi, toutes les dames du palais me mangeoient de caresses, l'une me donnoit du bonbon, l'autre des petits pâtés à la crasse de quelque mie qui tomboit de dessus la nappe, celle-ci me passoit la main sur le dos, celle-là sous le ventre, une autre m'essuyoit les yeux avec mes longues oreilles,
car c'est le défaut des chiens d'être toujours cassieux, enfin, de ma vie je ne fus si bien fêtée. La princesse ayant cessé de manger et dit ses graisses, elle fila environ une demi-bobine de soie par manière de récréation, après quoi on la déshabilla et elle se mit au lit. Quand on nous eut congédiés, chacune de ces dames vouloit me mener coucher avec elle, mais cela n'étant ni du goût de Printanier, ni du mien, nous les quittâmes, et fûmes nous enfermés dans notre appartement, où ayant repris ma forme, j'employai mon temps à toute autre chose qu'à lécher, comme je faisois un instant auparavant. Heureux! Si je la vois moins bien employée, je vivrai peut-être encore avec cette charmante fée, mais il falloit remplir l'ordre de notre destin. Chapitre 4. Les nouveaux amants pris en flagrant délit, la disgrâce de Printanier, et la métamorphose de Commode en canapé pour avoir fait à la princesse un affront que le sexe ne pardonne pas. Nous passâmes les 2 tiers de la nuit plongés dans ce que l'amour a de plus délicieux et de plus exquis. Cependant la fatigue nous arrachant à des plaisirs dont il nous était impossible de nous rassasier, le sommeil s'empara de nos sens, et ayant oublié qu'il y avait chasse le lendemain, nous dormîmes si bien, que Crapaudine nous surprit, Printanier et moi, sous la même couverture. Mon infortunée maîtresse fut sur le champ disgraciée et transportée dans les airs je ne sais où. Pour moi, la princesse m'enferma elle-même dans une chambre voisine de son appartement. J'y avais déjà passé les 2 plus cruelles heures de ma vie, en déplorant plus la perte de l'objet de mon ardeur, que celle de ma liberté, lorsque Crapaudine entra dans une espèce de déshabillé, à dessein, sans doute, de me séduire. Eh bien, Monsieur le tireur de merles, dit-elle en m'abordant et fermant scrupuleusement le verrou, vous venez donc débaucher nos filles. Savez-vous qu'aucun mortel jusqu'en ce jour n'eut l'audace de s'introduire dans ce palais impunément, et que je devrais punir votre témérité? Ma foi, répondis-je, madame, c'est votre faute. Que ne me laissiez-vous prendre mes merles en repos? Et qui vous en a empêché, reprit-elle en se donnant des graisses. Vraiment, répliquai-je, nous savons le dessein que vous aviez sur notre personne, et ce n'a été que pour l'éluder que je me suis laissé enlever. Ah! Petit traître, s'écria-t-elle, imitant le Faucite. Voilà donc de vos tours. Quoi? Vous savez que je vous aime, et au mépris de ma tendresse, de mon rang et de mes charmes. À l'égard de vos charmes, interrompis-je, je n'en avais qu'une légère idée au portrait que Printanier m'en a fait, mais à présent que je les vois en original, je leur rends toute la justice qui leur est due. Oh! Vous convenez donc de la différence qu'il y a de moi à cette petite étourdie, dont vous vous étiez coiffée. Assurément, répondis-je, vous ne vous ressemblez en aucune façon. Ça, continua-t-elle en se haussant sur la pointe des pieds pour me caresser le menton, ce n'est point assez que vous reconnaissiez ce que je vaux, il faut m'en donner des preuves. Et quelles preuves, madame, exigez-vous de moi? Mais, dit-elle en s'inclinant dans une bergère, et me tirant entre ses bras, il est des choses que la modestie ne nous permet pas d'expliquer, c'est à vous de les deviner. Puis la passion la suffoquant, elle balbutia maintes autres belles phrases que je n'entendis pas. Cependant je ne sais comment cela se fit, je me trouvai la culotte presque sur les talons, dans un état passablement honnête, et par un charme inconcevable, je me mettois en devoir de la besogner, lorsqu'un lacet de non-pareil, qui contenait sa gorge, venant à rompre, me fit tomber 2 tétons énormes au-dessous de la ceinture. Cet accident me tira de l'enchantement où le diable m'avait jeté, et à l'aspect d'une jouissance si monstrueuse, je ne me retrouvai plus. Crapaudine néanmoins ayant peine à quitter prise, me serroit toujours étroitement, et se trémoussoit sous moi de son mieux.
Mais ces efforts n'aboutissant à rien, l'amour fit sans grave coup place à la rage, et l'inhumaine me détachant sur la poitrine un des meilleurs coups de poing qui se soit jamais donné, je me fis, en tombant à 10 pas de là, une bosse à la tête et une contusion au derrière dont je me ressens encore aujourd'hui, faute d'avoir été pensée dans le temps. Enfin Crapaudine me lançant, de ses petits yeux cassieux, des regards à faire dresser les cheveux de frayeur, me prononça cet arrêt. Pour expier l'injure que tu m'as faite, dit-elle, on prendra désormais sur toi les plaisirs que tu n'as pu me procurer. Tu serviras indistinctement à tout le monde, maître et valet, chacun te fera gémir sous les secousses qu'il te donnera, et tu ne recouvreras ta première forme, que lorsqu'entre tes bras on aura commis une faute égale à la tienne. En même temps elle me crache au visage, et avant que je pusse m'essuyer, je me trouvai canapé, incantonant après je fus emporté par 4 génies à Paris, et exposé en vente sur le pont Saint-Michel. Chapitre V. Une célèbre embaucheuse de filles achète le canapé, un abbé recommandable par ses exploits d'amour, en a l'étrenne. Il n'est pas, continua le chevalier Commode, que vous n'ayez ouï parler de la Fillon, cette femme si recommandable par les plaisirs clandestins qu'elle procura à tout le monde en bien païenté. Ce fut à elle à qui je fus adjugé par Ancheré, et l'on me plaça, aussitôt mon arrivée, dans un cabinet préparé pour les joyeux ébats. Comme la Fillon et toi extrêmement achalandés, je n'y fus pas longtemps sans étrenner. Le premier que j'eus l'honneur de porter, fut un abbé, que ces talents à récréer le beau sexe, ont fait parvenir à la prélature. J'avouai que de mes jours je ne fus secoué si vigoureusement et à tant de reprises. Est-il possible, interrompit le procureur, que gens de cette robe fréquentent de semblables endroits? Et pourquoi non, reprit le chevalier. L'affublement apostolique est-il un préservatif contre l'incontinence? Si vous le croyez, que vous êtes dans l'erreur. Mettez-vous en tête que la plupart de ceux qui embrassent cet état, n'ont en vue que de se procurer une vie tranquille et voluptueuse, exempte de tous les embarras de ce monde, ils n'en connaissent que les plaisirs, et c'est pour se les assurer, qu'ils se sont imposés la loi du célibat. À leur habit évangélique, toutes les portes sont ouvertes, ils s'insinuent adroitement dans le sein des familles, et s'en rendent tôt ou tard les maîtres, de pauvres maris se voient contraints, pour entretenir la paix dans le ménage, d'inviter les cafards à boire leur vin, heureux encore si on les en quitte à si bon marché. Mais tandis qu'ils sont occupés du soin de leurs affaires, que n'ont-ils point à redouter des manœuvres de ces pieux fainéants? Faille, faille, s'écria la procureuse, j'aimerais mieux recevoir chez moi le régiment des gardes qu'un homme d'église. Mamie, dit le procureur, ne voyons ni les uns, ni les autres, ce sont de mauvaises connaissances. Oh! Mon fils, ce que j'en dis n'est que pour vous prouver combien je suis éloigné d'avoir de liaison avec aucun membre du clergé. Il ne faut jurer de rien, répondit Commode, si vous aviez connu celui qui me remua de si bonne grâce, vous auriez eu bien de la peine à lui refuser votre estime, au moins suis-je très persuadé qu'il n'y a point de femme à la cour qui ne lui ait accordé la leur, et vous conviendrez qu'elles y sont connoisseuses en mérite, autant et plus qu'ici. C'est toi donc un homme bien rare, dit la procureuse d'un ton de convoitise. Rare au point, que si j'avois eu souvent affaire à gens aussi déterminés, je n'y aurais jamais résisté, eussé-je été de fer, et j'avouai à sa gloire, que pendant plusieurs assemblées du clergé, où j'ai eu l'honneur d'être exercé par tous les gros abbés et monseigneurs du monde, je n'en ai jamais trouvé de si franc sur l'article, pas même chez messieurs du grand couvent. Quoi, s'écria le procureur, vous aviez la pratique des cordeliers. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela? Nous avions celle de tous les ordres réguliers et séculiers de la ville, et bien nous en prenois, car les gens du bel air nous escroquoient si fréquemment que nous aurions été contraints 1000 fois à fermer boutique, sans les secours quotidiens dont l'Église nous gratifioit.
Aussi le sacerdoce est-il toujours servi par préférence aux autres États. Dès qu'il se présente un pucelage à dénicher, c'est toi un prélat, ou quelque prieur bien renté qu'on en accommodoit. À propos d'aubaine de cette espèce, il faut que je vous fasse part de l'entretien d'un doyen de chapitre avec une jeune personne dont il eut les prémices. Chapitre 6. Le préambule du saint homme et ce qui s'ensuit. Eh bien, ma chère enfant, dis-moi le pieux Ribot en la faisant asseoir sur moi à côté de lui, quel âge avez-vous? J'ai 14 ans, monsieur. Et vous n'avez encore vu personne? Qui que ce soit. Tant mieux, car tout dépend de la façon dont on entre dans le monde, c'est le commencement de la vie qui décide pour tout le reste. À l'âge où vous êtes, il est difficile de débuter comme il faut, si l'on est dirigé et conduit par d'honnêtes gens. Quel malheur pour vous, ma fille, si vous étiez tombée entre les mains de quelque homme du siècle. Mais, monsieur, comment sera-il arrivé, je vous prie? Ce qu'il arrive à ceux qui reçoivent de mauvais principes, vous vous seriez égaré. L'esprit de débauche et de libertinage est si généralement répandu chez les mondains, qu'on risque tout à les fréquenter. Ce sont la plupart des traîtres qui, vous ayant ravi votre innocence, vous abandonnent ou vous entraînent avec eux dans les voies de l'iniquité. Voilà bien du préambule pour dépuceler une fille, interrompit le procureur. En ces sortes de rencontres, répondit le chevalier, il est quelquefois essentiel de préambuler, souvent on ne recule que pour mieux sauter. D'ailleurs, quoique l'on soit d'église, ne vous imaginez pas que l'on en vaille davantage, si cela est toi, chacun voudra en être, le métier est déjà si bon par lui-même, et puis quand le sacerdoce communiquera les facultés prolifiques, ne faut-il pas que toute chose prenne fin? Un chef de chapitre n'est point censé ordinairement un jeune clerc. Cependant donnez-vous patience, et vous verrez qu'il ne s'en tint pas à son prône. La modestie, continua monsieur le doyen en posant une main sur l'épaule de la femelle, et laissant échapper, comme par hasard, deux de ses doigts entre la chair et le fichu, la modestie est la vertu la plus nécessaire au sexe, elle ajoute à ses perfections et diminue ses défauts, une jolie personne l'est doublement, quand, loin de s'enorgueillir des avantages dont la nature l'a favorisé, elle les estime toujours au-dessous de ce qu'ils sont, et ne se presse jamais de les faire connoître. Vous êtes dans ce cas-là maintenant, où je suis bien trompé, votre fichu de robe aux yeux des choses qui doivent être fort belles, à en juger par ce qui n'est point caché. Monsieur, dit la nouvelle prosélyte, cela vous plaît à dire, je n'ai rien de beau. Oh! Je gage que si, répond l'homme de Dieu en lui découvrant un côté de la gorge. Comment diable, s'écria-t-il émerveillé de ce qu'il voit, vous n'avez rien de beau. Ah! Friponne! Vous serez fouetté. Puis le paillard la couche de son long, lui lève la chemise, et lui ayant claqué préalablement les fesses, il me fit plier un instant après sous ses efforts, les obstacles enfin augmentant son courage, j'entendis faire 2 ou 3 fois ouf à la fille, et je n'entendis plus rien, preuve qu'il n'y avait plus rien à faire. Il lui trouva, sans doute, des allures telles qu'il les lui falloit, car il nous l'enleva dès ce jour, mais de peur d'être tôt ou tard embarrassé pour les frais de Gésine, il la fit épouser à un riche benet de ses amis, au moyen de quoi le bon prêtre fut déchargé de tout. Peste, dit le procureur, l'expédie n'est pas d'un mal accent grave droit. Bon, repartit Commode, il n'y a rien de plus ordinaire que ces sortes de tours de la part de messieurs les gens d'église, c'est pour eux que l'on se marie, quand on prend femme de leurs mains. Vous devez avoir été témoin de scènes bien originales, dit la procureuse, dans une semblable maison. Oui, répond le chevalier, et ce sont les ecclésiastiques qui y ont joué les plus grands rôles. Je vais vous en conter une assez singulière, mais respirons un peu auparavant. Chapitre 7. D'un abbé qui se faisait fouetter, pour réveiller en lui la partie brutale.
Commode ayant pris du tabac, et éternué 5 ou 6 fois, parce qu'il avait perdu l'usage de cette poudre céphalique, dont la principale vertu est de barbouiller le nez, continua à parler ainsi, comme je ne devais reprendre ma première forme qu'aux conditions que vous savez, je ne demandais pas mieux que d'avoir de la pratique malgré la fatigue que cela me causait, mettant toujours mon espoir en l'insuffisance de quelques passes volants. Un jour donc que je m'ennuyais d'être seul, il entra dans mon cabinet une jeune demoiselle, et peu accent grave près un abbé qui pouvait avoir environ la cinquantaine. Les portes étant soigneusement fermées, les rideaux tirés, et tout jusqu'au moindre petit trou bouché avec précaution, la fille lui cria d'un ton courroucé, « D'où venez-vous, libertin? Ne vous ai-je pas défendu de sortir sans ma permission? » Ma chère mère, répond l'abbé d'un air soumis, et contrefaisant au mieux l'écolier, je viens du catéchisme. Du catéchisme, effronté. À l'heure qu'il est, vous êtes un menteur. En même temps elle lui lâche 2 ou 3 soufflets et autant de coups de pied dans le derrière. Voyons, voyons, dit-elle, si vous avez profité. Combien y a-t-il de péchés mortels? Il y en a. Il y en a, ma chère mère, je ne m'en souviens pas. Comment, fripon que vous êtes, vous ne connaissez pas vos péchés mortels? Oh, je vous apprendrai à les connaître, moi. Allons vite, à genoux. Ah! Ma chère maman, s'écria-t-il, je vous demande pardon, je les étudierai. Non, non, répliqua-t-elle, s'étant munie d'une poignée de verges, vous aurez le fouet, culotte bas. L'abbé après quelques légères résistances découvre l'échantillon d'un derrière jaune, sec et ridé. Oh! Poursuivit la fille, cela ne suffit pas, il faut tout voir. Puis elle lui attache la chemise aux épaules et lui baisse la culotte aux gérettes. Enfin dès qu'il eut reçu environ une demi-douzaine de coups, il feignit de vouloir les esquiver avec les mains, mais elle les lui lia par devant et l'étria ensuite jusqu'au sang. Quel diable de ragoût, dit le procureur. Et qu'arriva-t-il de cela, s'il vous plaît? Qu'il pensa me rompre les reins au même instant sur sa fouetteuse, et que jamais on ne s'acquitta d'un exploit de cette espèce aussi vigoureusement. Mais devinez ce qu'il fit pour procéder au second. Que sais-je, répondit le procureur, il mangea peut-être une pomme de reinette et but un verre d'eau par-dessus. Point du tout, poursuivit le chevalier, il ne fit que changer de rôle, au lieu d'écolier, il devint maître, et la maîtresse devint écolière. De façon, dit la procureuse, que la maîtresse fut fouettée à son tour. Justement, répartit Commode, l'abbé, pour se remettre en humeur, donna une légère teinte d'incarnat au derrière le plus blanc et le plus appétissant du monde. Il faut avouer, ajouta la procureuse, que voilà un secret de ressusciter les puissances bien singulier et bien bizarre. Vous vous trompez, répliqua le chevalier, rien n'est plus naturel et plus de mode aujourd'hui, cela s'appelle la cérémonie, et il n'y a pas jusqu'aux moindres communautés consacrées à venue où l'on ne trouve toujours provision de verges pour ceux qui sont dans ce train-là. Il n'est pas douteux que la cérémonie, puisque cérémonie y a, ne mette le sang en mouvement, et c'est pour les personnes difficiles à émouvoir, que la chose a été imaginée. Les effets en sont si prompts et si miraculeux, que je serais peut-être encore canapé maintenant, si monsieur en avait essayé avant de tenter l'aventure. Malpeste, s'écria le procureur, je ne suis pas si fou, j'ai été étrillé en ma jeunesse à Saint-Lazare, mais autant qu'il m'en souvient, cette cérémonie alors n'était rien moins qu'amusante pour moi. Vraiment, je le crois bien, répondit Commode. Quelle comparaison! La main d'un grand coquin de Frerlet n'a point la vertu de celle d'une jolie femme. Si vous aviez été aussi bien aux feuillantines qu'à Saint-Lazare, je gage que vous n'auriez jamais voulu en sortir, et que vous vous seriez aisément habitué aux corrections que de jeunes et fringantes sur vous auraient données.
En voici assez, dit la procureuse, sur l'article de la cérémonie et de son excellence. Tentez si peu que vous voudrez, répondit le chevalier, quand je vous ennuierai, faites-moi l'honneur de m'avertir. Vous n'êtes point fait, répartit civilement le procureur, pour ennuyer personne, et nous avons tant de plaisir, madame et moi, à vous entendre, que si nous ne craignions d'abuser de votre complaisance, nous vous prierions de nous raconter quelque autre chose. Volontiers, reprit Commode, écoutez cette aventure-ci. Chapitre 8. 4 moines se trouvent chez la Fillon sans le savoir, et y font par occasion ce que l'on fait en si bon lieu. 2 mousquetaires assiégés un matin par 4 moines qui venaient leur demander à dîner, firent entendre aux Reverends qu'il serait plus convenable qu'ils mangeassent en maison bourgeoise, qu'à l'hôtel où la jeunesse dissolue et peu dévote ne rendoit pas toujours ce qu'elle devoit à gens d'un caractère aussi respectable que le leur. Les Pérez flattés des égards que ces messieurs paroissoient avoir pour eux, défrerant à leurs sentiments, et consentirent, pourvu que la chair fût bonne à les suivre partout où ils voudroient. En quel endroit mener ces canailles-là, dit l'un des mousquetaires, à l'oreille de son camarade. Te voilà bien embarrassé, répondit-il, parbleu, il n'y a pas tant de cérémonie à faire, menons-les chez la Fillon. Personne ne joue mieux le rôle d'honnête femme qu'elle, il lui sera facile d'en imposer à de pareils nigauds, qui, vraisemblablement, ne la connaissent pas. Il n'est question que de la dire parente de l'un de nous, et de lui supposer un nom. Nous l'appellerons, si tu veux, la comtesse de Grandfond. Ouida, répartit l'autre, cela fait un beau nom. Messieurs, dit-il, haussant la voix, nous irons dîner chez la comtesse de Grandfond, tante du baron. Nous y serons bien reçus, je vous jure, c'est une dame qui fait parfaitement les honneurs de chez elle. À l'égard du cérémonial, que cela ne vous inquiète pas, vous ne serez gênés en aucune manière, vous boirez à votre soif, et vous aurez la liberté d'aller pisser des lentres, mais, si l'envie vous en prend, ce qui n'est pas une bagatelle, d'autant plus que dans les tables bien réglées, c'est une espèce d'indécence d'y aller avant le dessert. Ma foi, répondit un des Pérez, je me moque de l'indécence, quand j'ai quelque besoin, je ne me retiendrai pas pour le pape. N'est-il point du dernier ridicule de s'asservir à de sottes et frivoles bienséances qui ne tendent qu'à la destruction du genre humain? Pour moi, messieurs, j'aime mieux braver le préjugé que d'en être le martyr. Tandis que sa révérence s'expliqua ainsi, on avoit dépêché un grison à la Fillon pour la pressentir sur le personnage qu'elle devait faire, moyennant quoi la scène fut jouée au naturel. En vérité, mon neveu, dit-elle, voyant arriver la compagnie, vous n'êtes point raisonnable de m'amener ces messieurs sans m'en donner avis. Je suis honteuse de n'avoir que mon ordinaire à leur offrir. Madame, répondit d'un ton grivois un des moines, à petit manger bien boire, nous nous accommoderons de ce qu'il y aura. Bon, bon, répondit le prétendu neveu, ne prenons pas les paroles de ma tante à la lettre, elle se plaît parfois à tromper son monde, et... Savez-vous, interrompit la Fillon, que Mademoiselle Fine-Lame et du Déduit sont des nôtres. Morbleu tante Pie, répartit l'autre mousquetaire, les Reverends Pérez le trouveront peut-être mauvais, elles sont si jeunes. Vous vous moquez, s'écrièrent-ils tous ensemble, la compagnie des dames ne nous fait point de peur, vraiment, plus on est de faux, plus on rit, il suffit qu'elles soient de votre connaissance, pour que nous soyons charmés de les voir. Les enfroqués ne languirent pas longtemps dans l'attente, les belles parurent au moment même, et le feu de paillardise qui sortit alors de leurs yeux, fit connaître aux autres le plaisir que leur faisait l'arrivée de 2 convives de cette espèce. La Fillon fit donner des sièges, et pendant que le dîner se préparait, on tint une conversation très intéressante sur les plus beaux lieux communs du monde, en quoi les anachorètes ne manqueront pas de déployer leur érudition monastique.
par exemple, entre les questions qui furent mises sur le tapis, celle de la puanteur des urines après qu'on a mangé des asperges fut débattue avec toute la chaleur et l'esprit imaginable. On disserta beaucoup aussi sur les choux-fleurs qui ne font pas le même effet, quoique l'eau dans laquelle on les fait cuire devienne infecte au point de n'en pouvoir supporter l'odeur. Un des Pérez, prédicateur de son métier, dit à ce sujet des choses au-dessus de la portée humaine. Il est toi en train de résoudre une question encore plus embarrassante, lorsqu'on vint avertir qu'on avait servi. La dispute, si j'ai bonne mémoire, rouloit en ce moment sur les épinards et la farce à l'oseille. Les uns vouloient que la farce à l'oseille tînt le ventre plus libre que les épinards, les autres soutenoient le contraire, et chacun défendoit son avis avec toute la subtilité et l'éloquence que recroît une matière aussi épineuse, mais comme le potage refroidissoit, la question resta indécise, et l'on fut se mettre à table. Il falloit voir de quel cœur les bons religieux officioient. Alors on avoit beau les exciter à parler, leur réponse n'était jamais que oui et non, ou simplement un signe de tête. Cependant vers la fin du repas, la Fillon sortit, sous prétexte de quelques affaires. Les Frappart qui n'avoient encore rien dit aux demoiselles, tant à cause du plaisir de manger dont ils s'étaient constamment occupés jusqu'au dessert, que par la crainte de déplaire à la dame du logis, s'égayèrent peu à peu, et quelques verres de champagne achevant de les coeffer, les mousquetaires en enfermèrent un dans mon cabinet avec l'une des deux princesses. Le révérend père prédicateur qui avait conservé le plus de sang-froid, quoiqu'il eût sablé plus que personne, courut à la porte exhorter son camarade à la continence. « Père Pia, s'écriait-il, craignez l'ange séducteur et les pièges qu'il vous tend. » Parole en l'air, Père Pia et toi déjà sur moi, s'agitant et se demenant comme un possédé. Enfin, chacun eut son tour, et le prédicateur lui-même entraîné par l'exemple, succomba à la tentation, ainsi que les autres. Il prit le bon parti, dit le procureur. Pas tant bon, répliqua Commode, il y gagna un érachum de chaleur dont la cure lui coûta le profit de 2 ou 3 années de sermon de carême. Mais pour revenir au père Pia, l'un des mousquetaires faisant mine de caresser la demoiselle à qui il venait de prodiguer son encens, « Ah! Monsieur, s'écria-t-il, par pitié, ne nous enviez pas ce petit quart d'heure de récréation, vous autres gens du monde, vous en trouvez les occasions quand il vous plaît, cela ne vous manque pas plus que le boire et le manger, mais de pauvres diables de moines, tels que nous, n'ont pas cet avantage, nous sommes comptables au public et à nos communautés de la moindre de nos démarches. Hélas! Si vous nous empêchez de profiter de cette aubaine-ci, il ne s'en présentera peut-être point une semblable de 6 mois, mettez-vous un moment en notre place, 6 mois de jeûne pour gens de bon appétit, cela fait une bien cruelle épreuve. À d'autres, cria le mousquetaire, vous n'en faites jamais de si longues. Je vous demande pardon, répartit Père Pia, jusqu'à ce que nous soyons dans les dignités de l'ordre, on observe notre conduite de plus près que vous ne l'imaginez, nos supérieurs sont des tyrans qui n'en veulent que pour eux. De si sages et judicieuses remontrances furent reçues comme elles devaient l'être, continua le chevalier, et les moines et les filles ayant sacrifié à Vénus et à Bacchus jusqu'à n'en pouvoir plus, on termina la fête en les mettant tous à la porte dans l'état où ils étaient. Cela n'est guère charitable, dit la procureuse. Ah! Les coquins! Repartit Commode, plus à Dieu les yeux ont renvoyé avec 100 coups d'étrivière, ils m'ont tellement contaminé et disloqué ce jour-là, que la Fillon me jugeant incapable de servir davantage, fut obligée de se défaire de moi. Chapitre 9. Des joueurs de convulsions achetant le canapé. La sort me fit tomber dans une maison de convulsionnaires, mais j'avais été si maltraité dans ma première condition, qu'on me réduisit presque en kennel à la 3e ou 4e séance, de façon que mes nouveaux hôtes songirent encore à me réformer. Oh! Parbleu, interrompit le procureur,
puisque vous avez été chez des convulsionnaires, vous voudrez bien nous apprendre ce que sont au juste ces gens-là, on en dit des choses si merveilleuses. Merveilleuse pour les sots, répondit Commode, car les personnes éclairées et impartials ne seront jamais dupes de leur friponnerie. C'est une espèce d'enthousiaste ou de fou, comme il vous plaira, détaché d'une secte à laquelle il était difficile autrefois de refuser son estime, mais qui s'est dégradée par de mauvaises parades qu'elle fit représenter, il y a quelques années, dans un lieu saint, et s'est rendu chez les honnêtes gens aussi méprisable que son antagoniste. Comme la sagesse du gouvernement ne se prêta point aux trivélinades de ces farceurs, ils firent depuis plusieurs bandes, et s'assembleront dans des maisons particulières, où ils continuent à jouer leurs fanatiques scènes. Mais, demanda la procureuse, quels avantages prétendent-ils tirer de toutes ces folies? Ceux d'imposer au peuple crédule, de gagner sa confiance et de se rendre dans la suite, s'il est possible, un parti considerable. L'honneur d'être à la tête d'une secte pour ces sortes de gens affublés de noir, n'est pas moins flatteur et délicieux que celui d'avoir le commandement général d'une armée. La vaine gloire et l'ostentation sont les mêmes dans le cœur de tous les hommes, elles ne font que changer d'objet selon les diverses professions qui l'embrassent. Vous n'avez donc rien trouvé, poursuivit la procureuse, de fort extraordinaire dans ce que font ces sortes de battleurs. Non, en vérité, répliqua Commode, leurs plus beaux tours de force, d'adresse et d'équilibre, ne valent pas, à beaucoup près, ceux de la troupe des sieurs Colin et Restia, et je puis vous assurer, que le premier convulsionnaire du monde, n'est pas digne d'être mis en parallèle avec le dernier sauteur de la foire. Songez-vous, dit le procureur, que vous offensez une infinité d'honnêtes gens par un parallèle aussi inégal. Il ne l'est pas tant que vous le croyez, répartit le chevalier, s'il y a des personnes d'un rang distingué qui se mêlent de convulsionner, on peut vous en citer qui dansent sur la corde, voltigent, marchent sur les mains et hasardent le saut périlleux sur des matelas, jamais les seigneurs n'ont eu tant d'émulation qu'aujourd'hui pour tous les exercices, excepté pour ceux qui conviennent à leur état. Cela est bien louable, reprit le procureur. Au moins, continua Commode, tout le mal qui peut arriver d'un goût si extravagant, c'est de se casser le cou, et dans la société quelques coups de plus ou de moins ne font pas une affaire. Mais, morbleu, s'étudier à gâter la cervelle du pauvre monde par de sacrilèges histrionnades, c'est ce que je ne puis digérer, et si j'en ai toi cru. Vous n'êtes point l'apôtre des convulsionnaires, interrompit la procureuse. Ce serait l'être d'une bande de scélérats, répliqua le chevalier. Combien de jolies filles ne m'ont-ils pas fait passer sur le corps, pour n'y faire autre chose que des grimaces et des contorsions horribles. Vraiment, dit le procureur, ce n'est point là votre compte, je ne suis pas surpris que vous soyez si mécontent, avec des personnages de cette espèce, vous auriez pu mieux employer votre thème. Il est vrai, répondit Commode, mais c'est ma destinée de n'être plus employée au déduit que chez vous, comme vous allez voir. Chapitre X. Le canapé vendu à une dévote, les peines et les mortifications qu'il essuie à son service. Je vous ai déjà dit que mon dernier exercice de chez la Fillon m'ayant réduit dans un état qui faisait pitié, il n'est pas possible que je demeurasse longtemps où la fatigue est si grande, aussi me vendions bientôt. Ce fut une dévote qui m'acheta, cela faisait une condition tranquille, à la vérité, mais ennuyeuse au-delà de toute expression. Ma très révérente et dégoûtante maîtresse me fit placer dans sa chambre, de sorte que j'avais l'avantage d'être toujours en sa présence, et celui de l'entendre faire ses oraisons. Tout son train et sa compagnie ordinaire consistaient en une idiote de servante, un chat, un chien et un vieux directeur qui les doit charitablement à médire de son prochain, et à manger son revenu. Cet homme-là est bien complaisant, dit la procureuse, tous ceux de sa profession le sont extraordinairement, repartit le chevalier, surtout quand ils trouvent leur avantage à l'être, celui-ci n'eut point à se repentir de l'avoir été,
car la bonne dame lui légua tout son bien au préjudice d'un frère qui nettoie rien moins qu'à son aise. Quoi, cette malheureuse se piqua de piété et commit une injustice aussi criante. Que vous connaissez peu les privilèges de la dévotion, s'écria Commode. Ce qui se roi inique pour des profanes, tels que nous, ne l'est nullement pour les dévots. Ils ont fait un concordat avec le ciel qui les dispense de bien faire. Une action dont la noirceur révoltera l'humanité chez les gens ordinaires devient, par leur crédit, une action digne d'être gravée dans les fastes et proposée à l'univers pour exemple. Et quel est toi, demanda le procureur, votre emploi dans cette boutique? Je servois à tout hormis à l'essentiel, répondit le chevalier, et jamais le nom de Commode ne me convint mieux qu'en ce lieu-là. Monsieur Ventru, c'est toi le nom du directeur, grommeloit ordinairement son breviaire sur moi, où y reposoit sa sainte personne après le repas, et le bon homme ayant le défaut, ainsi que ses semblables, de manger un peu goulûment, donnoit, sans façon, crieur à son ventre, et m'empoisonnoit tous les jours par les vapeurs d'une fausse digestion. La peste soit du bouc, dit le procureur, en se portant la main au nez. Ce n'est point là le pire, continua Commode, la dévote prenoit journellement un anodin, et comme vous savez que cela ne se prend pas si exactement qu'il ne s'en échappe toujours quelque chose, j'avoue la mortification du mais ce qu'elle ne pouvoir retenir. Il arriva même un jour, que je pensais être noyé par la méprise de la servante, c'est toi elle qui es toi chargé du soin d'abreuver le derrière de madame. L'innocente Jeanne ayant mal pris cette fois-là ses dimensions, lui échauda le canal de l'urètre et ses dépendances. La bonne dame, peu habituée à être injectée en pareil endroit, serra les fesses, et emporta la canule d'un coup de croupe, de manière que je ne perdis pas une goutte de la décoction. Et que fit-on à la pauvre Jeanne, demanda le procureur, pour l'expiation d'une semblable faute. On la condamna à recevoir 20 coups d'étrivière, laquelle sentence Monsieur Ventru prit la peine d'exécuter dans la minute, et ce fut sur moi que la tragédie se passa. Jeanne reconnaissant son crime se coucha modestement, et livra son derrière à la merci du vieux directeur, qui, malgré sa résignation, ne lui fit grâce de rien. Ces gens d'église, dit la procureuse, sont sans pitié. Il est vrai, répartit Commode, la dureté de cœur est un défaut qu'on leur reproche avec justice, mais en telles circonstances, un homme du monde n'aura pas été plus traitable. Jeanne et toi jeune et jolie, elle avoit la peau belle et de l'embonpoint, tant de charme flattoie trop la vue pour ne pas mettre à profit les instants où il est toi permis de les admirer, et comme cela ne se pouvoir faire décemment qu'à l'occasion de la peine infligée à la patiente, le bon homme Ventru ne se pressoit pas de finir, et comptoit distinctement tous les coups qu'il lâchoit, ainsi que tout paillard, prêtre ou non, au roi fait en sa place. La pauvre fille, interrompit le procureur, il falloit qu'elle eût bien de la patience. Par sangbleu, répliqua le chevalier, il falloit que j'en eusse bien davantage moi. Ce n'est toi point assez que je fusse sans cesse infecté et sali par les deux plus vilains derrière de France, j'ai toi encore le souffre-douleur des bêtes de la maison. Théâtre éternel des querelles du chien et du chat, j'avoue toujours à pâtir de leur mésintelligence. Le moindre petit os à ronger, allume-moi entre eux une guerre civile dans laquelle j'héritois d'ordinaire maints coups de griffes et de dents. Maître Minet, même en sa meilleure humeur, aiguisant nonchalamment ses ongles crochus sur ma peau, me découpoit chaque jour quelque partie du corps. Et monsieur est témoin que j'étois presque en lambeaux, lorsque madame eut la courtoisie de prendre congé de ce monde, pour aller en l'autre. Chapitre 11. Le canapé entre chez le procureur, et y recouvre sa première forme au bout de 10 ans. Délabré et déguenillé, comme je l'étois alors, il n'y avoit qu'un philosophe, ou un homme ennemi de l'ostentation tel que vous, qui pût se charger d'un aussi mauvais meuble que moi. Enfin, vous fûtes assez modeste pour ne me pas juger indigne de décorer votre cabinet.
Mais, dit le procureur, vous n'aviez pas mauvaise façon, quand ma nièce vous eut raccommodé, vous étiez comme tout neuf. Tudieu, repartit le chevalier, vous parlez d'une fille d'un grand Murayt, je n'ai jamais vu coudre et tricoter de meilleure grâce. Avouez, papa, que vous en étiez un peu féru, et qu'il n'a point tenu à vous d'avoir quelque privauté incestueuse avec elle. Vous souvenez-vous d'un jour que la trouvant endormie sur moi, vous lui glissâtes une main sous la jupe. Oh, répliqua Théil, c'est toi seulement pour voir si elle est toi chatouilleuse. Votre maître clerc, reprit Commode, eut la même curiosité un matin que vous étiez au palais, je crois, ma foi, qu'elle est toi en léthargie. Quoi? Poussa-t-il les choses assez loin pour? Belle demande. Il s'y prit si légèrement, qu'il fit tout ce que vous aviez envie de faire, et il n'y eut que cela qui l'éveilla. Ah, la coquine! Peut-on avoir le sommeil si dur? Jorroi répondit, sur ma tête, de la sagesse de cette fille-là. Mais, repartit le chevalier, vous n'auriez point eu tort, mademoiselle votre nièce faisait une fille aussi sage qu'une autre. Comment, morbleu, vous appelez sage une malheureuse qui s'abandonne à un faquin de clerc? Et c'est ce que l'on fait quand on dort? Dès que la raison et le jugement ne sont point de la partie, toutes les actions sont indifferentes, or vous savez que dans le sommeil on extravague plus qu'on ne raisonne. À la bonne heure, interrompit l'homme de chicane, il est tout simple d'extravaguer en dormant, mais que l'on fasse des enfants sans s'en apercevoir, c'est ce qu'on ne me persuadera point. Vraiment, répondit Commode, je ne dis pas que votre nièce ne se soit point aperçue de quelque chose, mais la besogne étant déjà si avancée, lorsqu'elle s'avisa de le sentir, qu'il y aura eu du ridicule à elle de vouloir l'interrompre. Le chevalier avoit à peine cessé de parler, qu'on heurta à la porte du cabinet. C'est toi plusieurs aimables de la Nocée, qui s'impatientant de ne pas voir les nouveaux mariés, les plaisantoient à travers la serrure et leur lâchoient 1000 jolies petites saillies bourgeoises sur la longueur de leur tête à tête. Commode qui n'avoit plus rien, ou très peu de choses à dire, n'ayant entendu que le jargon barbare des coutumes, pendant qu'il était chez le procureur, fut charmé d'avoir un honnête prétexte de se taire. Il vouloit prendre congé de monsieur et de madame, mais on le retint de force, et il fut du souper, on prétend même que la procureuse trouva moyen de l'introduire dans sa chambre, et que tandis que reposoit le bon homme à qui l'on avoit eu la précaution de faire prendre un breuvage sophoratif, ils veilleront tous deux au grand contentement l'un de l'autre. Cependant le chevalier aspirant au bonheur de revoir ses foyers, comme un Picard qui a la maladie du pays, partit quelques jours après malgré les larmes de la procureuse, et les promesses qu'elle lui fit de l'épouser aussitôt qu'elle aura expédié son nouveau mari. Le destin avoit arrêté qu'il retourna à ses premiers amours, et la fée Printanière devait être la récompense de toutes les peines qu'il avoit souffertes pour elle. Le célèbre auteur de l'Almanach de Liège, homme digne de foi, si jamais il en fut, assure qu'il la retrouva fidèle. Quoi qu'il en soit, Crapaudine consentit à leur mariage, à condition, néanmoins, que Commode, avant toute chose, réparera amplement la faute qui avoit causé ces disgresseurs. Le pas étant glissant, il y avoit tout à craindre qu'il ne faillît encore. Printanière qui savoit qu'à toutes sortes d'exercices un peu d'habitude est nécessaire, elle ignorait, sans doute, que la procureuse y avoit pourvu, se hâta de lui donner quelques leçons, puis lui ayant fait prudemment avaler une demi-douzaine d'œufs frais, avec 2 cuillerées de garus, elle le conduisit chez Crapaudine. La princesse avoit eu soin de se précautionner d'un double lacet, pour soutenir le poids immense de sa gorge, soupçonnant que la chute imprévue d'une aussi grande quantité d'appât pouvait jadis avoir causé au chevalier la distraction dont elle l'avoit puni si rigoureusement. Elle était mise à ravir. Coëffure en papillon,
croix à la dévotée pendeloque de strass, robe et jupon de taffetas, gorge de pigeon en falbala, chaussures à l'angloise, panier du pont au change, et tant de jolies choses relevées par deux grandes mouches sur les temples avec un petit œil de vermillon. Commode ne put s'empêcher de faire un éclat de rire, la voyant ainsi parée. Heureusement son Altesse, qui avoit très bonne opinion d'elle-même, attribua ce mouvement de gaieté au plaisir qu'il avoit de la revoir. De manière qu'il fut très bien accueilli. Enfin, grâce aux garus et aux œufs frais, il obtint son pardon, et 2 jours après son mariage ayant été déclaré avec Printanier, Crapaudine, pour l'attacher à sa maison, créa la charge de grand sarbacanier de la couronne, dont elle le revêtit à cause des talents extraordinaires qu'il avoit montrés autrefois pour le noble exercice de la sarbacane. Fin. Note sur la transcription électronique: on a reproduit à l'identique l'orthographe de l'original imprimé. On a appliqué l'intégralité des corrections manuscrites présentes sur l'exemplaire original, 8o. B 19150/BL 14468 de la Bibliothèque de l'Arsenal, qui rapproche le texte d'autres éditions de l'époque, et dont voici le détail: ajout de et, jeune, et de figure à faire naître, continua-t-il, continua-t-elle en se couchant, vous nous, des instants que votre mari nous laisse, ajout de en, fiez-vous en à moi, l'avouez, vous trouverez la voyez, vous trouveriez, oh, si vous la voyiez, vous trouveriez, promet, permet, le sort qui vous menace ne me permet pas, et bien, reprit Printanier, me regardant tendrement, ajout de joli, la figure du plus joli petit chien, de salade de sa salade, accompagné de sa salade, séné sexe, un affront que le sexe ne pardonne pas, de rêve deviner, c'est à vous de les deviner, pour puis la passion la suffoquant, détournée retrouvée, je ne me retrouvais plus, cracha crache, en même temps elle me crache au visage, affublement, l'affublement apostolique, pour entretenir la paix dans le ménage, d'inviter les cafards à boire leur vin, même membre, d'avoir de liaison avec aucun membre du clergé, très persuadé, au moins suis-je très persuadé, le procureur, courtoisie la procureuse, convoitise, un homme bien rare, dit la procureuse d'un ton de convoitise, ajout de en, eh bien nous en prenons, car les gens du bel air, coucha, leva couche, lève, le paillard la couche de son long, lui lève la chemise, répond. Ma chère mère, répond l'abbé d'un air soumis, feignit, il feignit de vouloir les esquiver avec les mains, vigoureusement, de cette espèce aussi vigoureusement, voix croix, je le crois bien, répondit Commode, à un révérend aux révérends, firent entendre aux révérends, laquelle l'eau dans laquelle on les fait cuire, de d'étrivière, avec 100 coups d'étrivière, prêta, la sagesse du gouvernement ne se prêta point, des deux, par de sacrilégistrionnades, connoissiez, que vous connoissez peu les privilèges, vous nous, ce qui se roi inique pour des profanes, tels que nous, doument décemment, ne se pouvoir faire décemment, de main, géritois d'ordinaire main coup de griffe, faisois, votre nièce faisois une fille aussi sage, ajout de u, qu'il y au roi eu du ridicule à elle de vouloir, strass, pendeloque de strass, robe et jupon. Astérisque, end of the project Gutenberg e-book le canapé couleur de feu updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty.
Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed.
Of course, we hope that you will support the project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work,
or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commerciale licence. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur.
A. Distribution of this or any project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, all, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donation received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books. Le canapé, couleur de feu. Chapitre 1er. La vergogne du procureur, et le changement merveilleux du canapé. Chapitre 2. Du pays de l'inconnu, et de ce qui occasionna sa métamorphose. Chapitre 3. Arrivée de Commode au palais de Crapaudine, et comme il y fut accueilli par les autres femmes de sa cour. Chapitre 4. Les nouveaux amants pris en flagrant délit, la disgrâce de Printanier, et la métamorphose de Commode en canapé pour avoir fait à la princesse un affront que le sexe ne pardonne pas. Chapitre V. Une célèbre embaucheuse de filles achète le canapé, un abbé recommandable par ses exploits d'amour, en a les traînes. Chapitre 6. Le préambule du saint homme et ce qui s'ensuit. Chapitre 7. D'un abbé qui se faisait fouetter, pour réveiller en lui la partie brutale. Chapitre 8. 4 moines se trouvent chez la Fillon sans le savoir, et y font par occasion ce que l'on fait en si bon lieu. Chapitre 9. Des joueurs de convulsions achetant le canapé. Chapitre X. Le canapé vendu à une dévote, les peines et les mortifications qu'il essuie à son service. Chapitre 11. Le canapé entre chez le procureur, et y recouvre sa première forme au bout de 10 ans. Note sur la transcription électronique The Full Project Gutenberg Licence.